Bonjour à tous, Bon, bienvenue à ce nouveau webinaire de défis et controverses pour parler de restauration d'entreprise. Et donc, l'intitulé de ce webinaire, c'est Loi Egalim, vous êtes concernés, puisque maintenant tout le monde est concerné par la loi Egalim, que ce soit le public et le privé. Et donc, dans ce premier épisode, nous allons évoquer les défis de mon resto d'entreprise, des approvisionnements durables et de qualité, clé de l'attractivité des restaurants d'entreprise. Et pour en parler avec nous, nous avons Mathilde Charras et Valérie Merle de la plateforme Ma Cantine. Nous avons Frédérica L'Huissier de la Direction générale et de l'alimentation et qui est la personne référente de la restauration collective au ministère de l'Agriculture, et Alexis Papon, directeur RSE de chez Elior, Catherine Bournisien, qui est directrice du cabinet Finea Conseil et qui est accompagnée aujourd'hui de Jacques Gustin, qui est directeur des projets immobiliers de la société Le Safre dans le Nord, les gens si chaleureux du Nord, et Bertrand Laurin, directeur d'ERES Expertise, et non moins chaleureux, à côté de lui, Arnaud Lacotte, un professionnel de la restauration avec un parcours très très intéressant et qui est aujourd'hui directeur des services généraux de chez Mazars. Donc tout de suite, nous allons passer dans le vif du sujet puisque nous avons plein de choses à nous dire sur ce secteur de la restauration d'entreprise. Et donc, nous allons commencer par une présentation du contexte législatif et la mobilisation du ministère pour vous accompagner. Et donc, je vais passer la parole à Valérie. Très bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, Valérie Merle, je travaille pour le ministère de l'Agriculture et je suis avec Mathilde, une des personnes, une des membres de l'équipe, de la plateforme Ma Cantine dont va vous parler. Mais avant, juste un petit contexte, réglementaire, enfin qui précise un petit peu, aussi, l'origine de cette plateforme et ses objectifs. Donc, rapidement quelques mots, de contexte. Donc, la loi Egalim dont on entend beaucoup parler, ces jours-ci est une loi, assez fourre-tout dans le sens où elle aborde énormément de sujets. Et il y a un volet, qui concerne la restauration collective, et qui, implique pour, ce secteur 5 mesures, d'un certain niveau, hem, ambitieux d'objectifs, heu, dont je vais, parler juste après. Et qui, a été complété, ces 5 mesures ont été complétées par une loi, 2 ans après, c'est assez rare pour le souligner, la loi climat et résilience qui a également traité, pas mal de sujets, mais qui est venue renforcer, certaines des mesures qui étaient déjà présentes dans la loi, Egalim pour tout le secteur de la restauration collective. Et enfin, un dernier point, peut-être important, hein, parce qu'on va vous en parler également, c'est l'arrêté du 14 septembre 2022 qui, vient, préciser ce que l'on appelle, télédéclaration. Donc, diapo suivante, les 5 mesures de la loi Egalim, donc qui s'adressent à la restauration collective de la crèche, aux EHPAD en passant par, l'hôpital, les services administratifs, et maintenant, la restauration, d'entreprise. Ces 5 mesures, sont, par ordre, la mesure de qualité, des produits qui sont utilisés pour faire les repas en restauration collective. Donc, la loi Egalim impose depuis 2022 que 50 des produits achetés pour faire ces repas soient des produits, de qualité et durables, dont 20 doivent être des produits bio, et ces calculs de pourcentage se font à partir de la valeur d'achat des produits en hors taxe. Sur la définition des produits de qualité durable, j'y reviendrai, rapidement par la suite, parce qu'ils sont, effectivement définis par la loi. La deuxième mesure concerne la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'obligation de signature de conventions de dons à partir du moment où on est une structure de restauration collective qui fait, un grand nombre de repas, puisque le seuil a été placé à 3 000 repas jour. Et cette mesure est également, en articulation avec une autre loi que je n'ai pas citée ici, qui s'appelle la loi AGEC.
La troisième mesure concerne la diversification des sources de protéines et la mise en place de menus végétariens. Donc là, l'idée, c'était aussi, apportée par cette loi, que l'on aille vers, des protéines, végétales en remplacement de protéines, animales. La quatrième mesure concerne la substitution des plastiques, donc les plastiques jetables, bien sûr, mais surtout pour la restauration collective, les plastiques qui sont utilisés pour le service ou pour la préparation des repas en cuisine. Et enfin, une dernière mesure concerne l'information des usagers et des convives. Et ça, c'est une mesure importante parce que ces lois dont je vous ai parlé ne sont pas, contraignantes dans le sens où il n'y a pas de contrôle sur l'atteinte des taux, mais en revanche, ces lois ont proposé un certain nombre de dispositions, dont celle-ci, de transparence vis-à-vis des convives et c'est la raison pour laquelle, c'est aussi important, de pouvoir, être en mesure, et bien d'identifier, de calculer ces taux Egalim puisque c'est cette information, que l'on doit aux convives. Donc l'ensemble de ces 5 mesures, c'est le socle de la loi Egalim. Certaines ont été renforcées par la loi climat et résilience, donc notamment les 50 et les 20 dont des sous-objectifs ont été fixés pour 2 familles de produits, les familles, viande et volaille fraîches et surgelées et les familles, poissons, disons produits aquatiques au sens large, où 60 de ces produits doivent être des produits de qualité et durables et ce taux est même porté à 100 pour les services de l'État. Sur la diapo suivante, c'est là où on arrive à ma cantine. Eh bien, ma cantine, en fait, ça a été, construit comme un service public, vraiment dédié aux acteurs de la restauration collective, qui est construit selon une méthode, un peu, nouvelle, en tout cas pour le ministère de l'Agriculture, une méthode agile, donc centrée sur les besoins des utilisateurs et donc, pour le service d pour la restauration collective, ce sont les gestionnaires de restauration collective, mais également les convives en lien avec ces lois climat et résilience. Donc l'objectif de la plateforme en fait, et bien, c'est comprendre un petit peu ces lois, mieux les décrypter. Elles s'adressent à des, domaines d'activité très différents, hein. Entre l'hôpital, et le scolaire, il y a quand même des différences. Le monde, du de l'entreprise également. Donc décrypter ces lois, apporter des informations sur le secteur, sur le pas de temps, à quelle mesure intervient à quel moment, mais également proposer, des outils, des ressources, pour tous ces acteurs de façon à les amener à aller vers ces objectifs qui sont, fort ambitieux, pour tous en fait, et sur un pas de temps, somme toute assez court. Elle permet aussi, de communiquer entre pairs, c'est-à-dire entre gestionnaires qui se ressemblent parce qu'habitant sur un même territoire ou exerçant dans le même secteur d'activité, de façon à faire en sorte que, les bonnes pratiques en tout cas, puissent, être partagées, mais également, communiquer envers ses convives puisqu'à terme cette plateforme, eh bien, elle devrait être consultée, par tous les convives pour savoir, dans quel restaurant, mangent mes enfants, mes parents, et qu'est-ce qui se passe dans ce restaurant, d'un point de vue de la qualité des repas ou, de la mise en place, du gaspillage alimentaire, par exemple. Et cette plateforme a aussi été, conçue pour répondre à un besoin qui est un besoin de l'administration, qui est une obligation qui a été apportée, donc par la loi climat et résilience notamment, qui fait que l'administration doit faire un bilan annuel, pour faire un suivi un petit peu de ses, approvisionnements et notamment de ces 50 et de ces 20 sur la base des données qui sont, détenues et par les gestionnaires de services. Donc la plateforme Ma Cantine et c'est la dernière, hem, référence réglementaire, dont je parlais du 14 septembre 2022, identifie Ma Cantine comme étant le support de transmission de cette information pour que l'administration puisse faire un bilan annuel, du suivi des 50 et des 20 bilan qui est remis au parlement et ensuite rendu public et ça, c'est aussi une opération, de transparence pour tous. Voilà, sur la diapo suivante, on explique un petit peu qui est concerné, par, cette plateforme. Eh bien, depuis cette année, ce sont toutes les restaurations collectives qui sont concernées,
qu'elles soient publiques ou privées. Donc, les restaurants d'entreprise, qui est le sujet de notre webinaire de cet après-midi, est concerné, qu'ils soient en gestion directe ou en gestion privée. C'est le responsable légal du service de restauration, c'est donc l'entreprise qui doit s'inscrire sur la plateforme et télédéclarer, ses achats de façon annuelle, et ça, on va le voir juste après. Une fois qu'on s'inscrit, et c'est la diapo suivante, c'est très simple, il faut une adresse mail, on a un nom utilisateur qui est construit automatiquement avec le nom et le prénom. Il faut, indiquer un mot de passe, il faut retenir son identifiant et son mot de passe, et on a créé un compte sur la cantine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce compte sur la cantine? Eh beh, c'est la diapo suivante. On peut créer sa cantine, et pour créer sa cantine, il y a un élément indispensable, c'est le numéro SIRET de l'établissement de restauration. En général, pour l'entreprise, ça sera le SIRET de l'entreprise qui va lui permettre de décrire, en fait, sa cantine avec des éléments très simples, et il faut, 3 minutes pour remplir, sa les caractéristiques de sa cantine. On va demander, par exemple, le nombre de repas jour, le nombre de repas annuels, comment est le service, est-ce qu'il est en gestion directe ou en gestion concédée? Donc c'est vraiment, le la cantine, le lieu de restauration, puisque c'est ça, qu'il faut apporter comme information aux convives, et donc le SIRET qui est indiqué ici n'est pas celui du prestataire quand on est en gestion concédée, c'est bien celui de l'entreprise. Diapo suivante. Et une fois qu'on a créé, sa cantine, eh bien on a son espace cantine sur la plateforme. On va pouvoir visualiser ainsi, les 5 mesures, Egalim que je vous ai présentées au début, et on va pouvoir renseigner un certain nombre d'informations et voir un petit peu où on en est, de ces exigences, réglementaires, dans le cadre de la loi Egalim. Diapo suivante. Là, c'est la transition avec la campagne annuelle de télédéclaration dont je vous ai parlé en début, d'intervention. Eh bien, on y est. On est en plein dans la troisième campagne de télédéclaration puisqu'elle a commencé le 9 janvier, elle finit le 31 mars. Pour participer à cette campagne et donc envoyer à l'administration les données d'achat, sur l'année 2023 pardon, l'année civile, eh bien, il faut se créer un compte sur Ma Cantine, créer sa cantine, créer son bilan, c'est-à-dire renseigner les informations, que je vais vous présenter juste après, et télédéclarer. Ça prend très peu de temps, si les données d'achat sont disponibles, bien sûr. Pour ça, on vous aide, avec un guide, des tutoriels réguliers sur la plateforme, et on a aussi, une série de webinaires là pendant toute la campagne sur, la façon de télédéclarer. On a également un service support, et Mathilde qui est présente à cette réunion est derrière, avec son équipe, ce service support pour répondre, à vos questions. Quand on est en gestion concédée, on le verra, juste après, il est possible, de faire cette télédéclaration à 2 personnes. Mais avant, je voudrais vous parler des données qui sont à télédéclarer, c'est la diapo suivante. Les données à télédéclarer, sont, 10 données d'achat. Je ne vous présente ici que la télédéclaration simplifiée puisqu'on a en fait 2 modes de télédéclaration, un mode simplifié, un mode détaillé. Le mode détaillé comporte plus de données à renseigner. Il n'est pas obligatoire cette année puisque tous les gestionnaires peuvent passer par la télédéclaration simplifiée. Néanmoins, si vous avez, en tant qu'entreprise, ou si votre prestataire a, un outil de suivi des achats, il peut faire la déclaration en mode détaillé. Je vous parle juste de la déclaration simplifiée pour vous montrer que c'est des données qui sont assez facilement mobilisables. Il s'agit de déclarer la somme totale de ses achats pour l'année 2023, tout type de produits confondus, et ensuite on va chercher à catégoriser ces achats. Il y aura un premier lot sur tous les produits bio qui ont été achetés, tous les produits, sous signe de qualité, label rouge, SICO, AOP, IGP, puis un ensemble d'autres, achats qu'on range dans la catégorie Egalim, et les catégories, vous allez pouvoir les retrouver sur la plateforme Ma Cantine. Elles sont décrites et détaillées. Ça comporte, par exemple, les produits du commerce équitable, par exemple, les produits fermiers.
Et ensuite, on a une autre catégorie, qui sont, des produits qu'on a pu acheter avec un certain nombre de critères d'achat, des critères d'achat qui sont utilisés pour les marchés publics, mais que vous pouvez utiliser en tant que privé pour acheter les denrées. Ensuite, on vous demande d'organiser ces données d'achat en fonction de 2 familles de produits, les familles viande et volaille et poisson, puisque ce sont les 2 familles de produits, où on a dès 2024 des sous-objectifs de qualité. Donc on demande à avoir la somme des totale des achats qui sont faits dans ces 2 familles de produits et pour la viande et pour les poissons, aussi un sous-total des produits Egalim qui rentrent dans ces familles de produits et pour la viande uniquement, l'origine France des produits qui sont achetés puisque, vous le savez, cette information est, disponible pour, les acheteurs puisqu'obligatoire pour les producteurs et les fournisseurs. Diapo suivante. Le cas de la gestion concédée, je m'attarde, rapidement, où effectivement, juste pour vous dire que quand vous êtes en gestion concédée, vous n'avez pas forcément accès aux données d'achat. Eh bien, ces données d'achat, il faut les demander à votre prestataire qui doit vous les donner, de façon à ce que soit vous remplissiez ces données d'achat directement dans votre espace cantine, soit que vous autorisiez votre prestataire à les remplir pour vous. Ça, c'est une affaire qui vous regarde, entre client et prestataire. Vous vous organisez. Ce qu'il faut, c'est avoir ces données et c'est le gestionnaire qui est responsable du transfert de ces informations par télédéclaration à l'administration, mais il doit se les faire fournir par, son prestataire. Pour cela, il est possible de rajouter à votre compte cantine, en fait, un co-gestionnaire qui peut être votre prestataire, de façon à ce qu'il remplisse pour vous ces informations. On a mis à disposition, dans la doc de ma cantine, un modèle de convention qui peut être passé entre un client et son prestataire pour la fourniture de ces informations. C'est un document que vous pouvez utiliser et rajouter, par exemple, à votre contrat qui vous lie à votre prestataire. Diapo suivante. Ça, ce sont, un ensemble de ressources puisqu'on va, probablement vous laisser, accès à ce diaporama que vous retrouverez sur ma cantine, et notamment, 2 services, qui peuvent être qui un service qui peut vous intéresser, c'est l'écosystème des acteurs. C'est donc un ensemble de besoins qu'on a identifiés pour les gestionnaires, qui, répertorie en fait une liste, c'est un catalogue d'acteurs en fait, qui peuvent vous rendre service, service gratuit ou payant bien sûr, c'est précisé, dans un certain nombre de domaines et puis vous avez accès au blog, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'articles en fait que l'on, propose sur ma cantine, qui ont trait soit à des retours d'expérience, soit à des points de la réglementation, enfin c'est assez varié. Nos webinaires qu'on organise régulièrement et la FAQ qui est intéressante à aller regarder aussi puisque vous trouverez, ici normalement beaucoup de réponses à vos premières questions. Et j'en termine avec, je crois juste une petite diapo, qui vous voilà, qui vous renvoie sur la vidéo que Mathilde a faite pour vous présenter en moins de 5 minutes l'ensemble de la plateforme. Peut-être que c'est une bonne idée de commencer par là, et puis après, de revenir vers nous si vous aviez des questions sur la plateforme et sur vos obligations de télédéclaration. Voilà, je vous remercie. Je pense que c'était la dernière diapo. Vous avez là, ici, nos coordonnées, l'adresse mail et également un lien qu'on va peut-être retrouver dans le chat. Voilà, merci, pour, prendre contact avec l'équipe, Ma Cantine si vous aviez besoin d'aller un peu plus loin et avoir un peu plus d'informations. Voilà, je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, et veuillez m'excuser, j'avais oublié de vous présenter le président de Cantine Non, Responsable, François Mauvais. Il est trop discret. Mais vous allez mais voir, en fait, il va nous dire de quoi nous parlons quand nous parlons de restauration d'entreprise. je Donc vais essayer, je François, vais essayer. voilà, Je vais avec essayer. une présentation d'une cartographie. Donc voilà, François, tu as la parole. Merci Stéphanie de mettre le diaporama en route. Voilà. Euh, donc, la commande de la DGAL concernant ces webinaires s'accompagnait d'une prestation liée à la cartographie des restaurations d'entreprise. Et j'ai commencé à la
construire et je vais vous en présenter le bilan actuel qui continue de se consolider. Diapo suivante. Donc, l'idée est de vous proposer une vision des organisations des restaurants d'entreprise. J'emploie à dessein un pluriel et comme l'a dit Valérie et comme on l'a dit depuis le début de ce webinaire, les restaurations d'entreprise sont multiples et vous allez le voir. Diapo suivante. Voilà l'organisation la plus simple que j'ai déjà identifiée. Une entreprise fait appel à un restaurant commercial avec lequel elle a un partenariat, moyennant peut-être une tarification sociale qui est prise en charge en partie par l'entreprise. La suivante, qui se complexifie un tout petit peu, puisque entre l'entreprise et le restaurant, un opérateur, un gestionnaire de restauration prend la main. Diapo suivante. L'entreprise, au-delà d'un certain seuil, ou même en vue d'élaborer et d'établir un dialogue social, a fait appel au comité social et économique de son entreprise pour gérer le restaurant d'entreprise. Diapo suivante. Là, c'est effectivement une organisation très compliquée puisque on fait intervenir les promoteurs immobiliers et les gestionnaires de services communs de l'immeuble avec plusieurs locataires qui constituent une association interentreprise de gestion du restaurant qui fait appel à un opérateur de gestion de restauration et qui crée un restaurant interentreprise. C'est ce qu'on rencontre souvent dans les zones d'aménagement concerté, dans les services immobiliers qui sont liés à une occupation immobilière importante, comme on le trouve dans les zones d'activité. Diapo suivante. Alors, l'idée que nous avons développée, c'est de pouvoir identifier les autorités organisatrices. Diapo suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une autorité organisatrice? Eh bien, c'est l'échelon qui est responsable de la restauration dans l'entreprise, dans le service de restauration. Et évidemment, dans les entreprises, ça peut être des organisations multiples. Ce qui est intéressant d'identifier, c'est de savoir qui signe le contrat de gestion, qui décide des modes de tarification, de la qualité des prestations, et éventuellement qui les contrôle derrière. Et c'est répondre à ces questions qui nous apparaît très important avant d'aller un peu plus loin. Diapo suivante. Alors, on a tenté, avec l'aide de la base de données du ministère de l'Agriculture, d'identifier le qui fait quoi dans ces restaurants d'entreprise. La diapo suivante. On a donc eu accès à une base de données de 7200 références qui cumulait l'ensemble des restaurants d'entreprise, des restaurants interentreprises, mais aussi des restaurants d'administration qu'il a fallu isoler et séparer. On a donc supprimé sur les 7200 références 2000 sites qui concernaient des restaurations qui n'étaient pas des restaurations d'entreprise. On a isolé les 1350 établissements de sociétés de restauration qui étaient également référencés. Et nous sommes en train de faire la mise en corrélation des sites de consommation avec les établissements des sociétés de restauration. Et conclusion, on a à peu près 3900 établissements identifiés qui assurent au niveau national un service de restauration en entreprise auquel s'ajoute une part des 1350 établissements des sociétés de restauration collective. Et je vous en dirai plus lors des prochains webinaires. Diapo suivante. Voilà, donc l'analyse a été faite sur les codes NAF des entreprises avec une hypothèse différenciée des jours ouvrés sur l'année. Évidemment, les sociétés de services n'ont pas du tout le même niveau de jours ouvrés que les industries lourdes, les industries légères, les commerces, etc., etc. Donc, il a fallu requalifier le nombre de jours ouvrés par code NAF. Et on s'apercevra très vite, et vous le verrez dans les diapos suivantes, la prédominance des entreprises de services et des industries qui sont en forte représentation dans ce panel. Les sociétés de restauration serviraient à peu près, d'après la base de données que j'ai exploitée, 60 millions de repas
par an, une partie de ces 60 millions sont imputables aux restaurations d'entreprises et le travail de réallocation est en cours. Diapo suivante, voilà l'image de ce que vous voyez par région, avec le nombre d'établissements. Alors là, on est bien établissements d'entreprise hors SRC, et vous avez à peu près le décompte total des restaurants d'entreprise, des restaurants interentreprises. J'ai isolé les entreprises publiques puisqu'elles elles ont des clauses différentes, puisqu'elles sont assimilées aux restaurations d'État en ce qui concerne la loi Egalim, et Valérie vous en a parlé au tout début. Et puis, il y a des points d'interrogation sur une dizaine qu'on a du mal à imputer. Enfin, la diapo suivante. Voilà, à peu de choses près, avec l'allocation des jours ouvrés par CONNAF, la répartition par grande famille NAF hors SRC, j'insiste, puisqu'il faudra peut-être rajouter 60 millions de repas ou une partie de ces 60 millions, par CONNAF sur l'ensemble du territoire national. Vous voyez ce que je vous disais, les sociétés de services et les industries représentent un fort pourcentage de ces restaurants et du nombre de repas produits pour les personnels de ces entreprises, et vous avez l'éclatement sur le reste. Quand je parle du médico-social, c'est uniquement le personnel hein, qui est servi. C'est évidemment pas les patients quand il s'agit de restauration hospitalière. Et puis vous avez à peu près l'ensemble des autres segments des codes NAF qui apparaissent. Diapo suivante. Je vous en dirai donc plus au prochain webinaire puisque le travail continue. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup François pour cet éclairage. Donc on voit bien l'importance de ce segment de la restauration collective qui à peu près, si c'est 30 millions de repas, c'est donc peut-être 10% de l'ensemble de la restauration collective. Donc ça peut donner un niveau. Alors, je vais vous lire un petit message quand même, Valérie, qui ne précise une chose, c'est que ma cantine, donc les équipes de ma cantine organisent 2 webinaires les 14 et 26 mars, qui reviendront plus précisément sur les obligations découlant de la loi Egalim et sur la campagne de télédéclaration en cours. Et pour vous y inscrire, vous allez directement sur la plateforme de ma cantine. C'est HACCP, non, c'est HTTPS et macantine.agriculture.gouv.fr et vous avez le lien pour ces webinaires qui sont beaucoup plus spécifiques sur les obligations. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, même si c'est vrai que quand même François, tu as commencé à l'aborder, mais là on va être avec les hommes de terrain, avec l'expertise et on va commencer par la vision de Alexis Papon qui est directeur RSE chez Elior France. Et donc, on aimerait bien avoir votre point de vue sur ce que représente la restauration d'entreprise dans votre groupe. Alexis, vous avez la parole. Eh bien, merci Laurent, bonjour à tous. Donc, je voudrais débuter sur quelque chose de simple, c'est que aujourd'hui, dans notre empreinte carbone à tous, autour de cette visio, j'allais dire autour de la table, cette table virtuelle, un quart de notre empreinte carbone individuelle est lié à notre alimentation. Et ensuite, effectivement, la restauration d'entreprise, nécessairement, tous les travailleurs prennent au moins un de leurs 3 repas quotidiens dans ces lieux-là. Pourquoi je rappelle ces deux choses-là, qui sont évidemment évidentes? C'est que tout simplement, il y a une responsabilité et un pouvoir dans le lieu restaurant d'entreprise qui est considérable. Ce pouvoir, c'est celui de transformer et de faire passer des messages et de changer les usages et les pratiques. Euh, le restaurant d'entreprise peut tout à fait être un laboratoire de transformation et un vrai laboratoire social. C'est aussi ça reste, on a beaucoup parlé de métiers essentiels pendant la crise Covid. Et évidemment, s'alimenter et au travail notamment, c'est bien entendu essentiel. Et à ce titre-là,
On observe notamment donc, chez Elior et auprès de nos clients, en discutant avec eux, qu'il y a deux objectifs qu'on a en commun, qui sont tout à fait poursuivis par nos clients et par les entreprises. Ces deux objectifs, c'est tout d'abord de réduire l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale de leur activité, de leur entreprise. Et l'autre, c'est de s'assurer du bien-être de leurs collaborateurs et de l'attractivité de leur métier. Et en ça, il faut qu'on remette le restaurant d'entreprise au milieu de tout ça, puisqu'il y contribue pleinement. Et pourquoi je suis convaincu de ça? C'est tout simplement que forcément, nous, en tant que société de restauration collective, on s'engage à réduire l'empreinte carbone de nos repas et on accompagne nos clients à le faire au même titre que eux s'engagent pour leur activité. Et donc, premièrement, à ce niveau-là, il y a une interdépendance de nos objectifs, puisque eux s'engagent, nous nous engageons autour de ce même objectif, et nos périmètres de bilan carbone, ceux qui ont cette technicité-là, se croisent bien entendu, puisque nous figurons dans le scope 3 de nos clients. Sur la partie bien-être au travail, là, de même. Nous, notre enjeu, il est bien entendu que les repas qu'on propose soient pris, soient agréables, soient bons, que ce soit un moment de plaisir, de partage. Et bien sûr, l'entreprise a tout à y gagner aussi à ce que ce moment-là soit un bon moment. Donc, comment y parvenir à tout ça? D'abord, quelque chose de primordial, c'est bien entendu de mesurer. Mesurer la satisfaction sur ces restaurants et donc répondre à cet enjeu de bien-être au travail en mesurant la satisfaction qu'ont les convives à venir partager ce moment-là et effectivement s'alimenter sur ce temps parfois un peu court. Donc, il faut faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible. Et on a aussi, bien sûr, la possibilité de mesurer, et ma cantine y aide pleinement, de mesurer effectivement notre état des lieux en termes de produits labellisés, l'empreinte carbone de l'alimentation qu'on propose. Donc, on accompagne bien sûr nos clients là-dessus et j'ai envie de dire, il y a une troisième chose qui est un peu à la croisée de ces deux objectifs-là, c'est bien entendu le gaspillage alimentaire. Parce que le gaspillage alimentaire, il traduit effectivement le fait que les repas ont été ou non appréciés. Ça ne nous dit pas que ça, mais ça nous dit aussi ça. Et bien entendu, on ne peut pas se satisfaire de voir de la marchandise partir à la poubelle aussi parce qu'on impacte directement notre bilan carbone. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, effectivement, mesurer et ensuite agir auprès de toutes les parties prenantes. On a face à nous effectivement un donneur d'ordre qui doit effectivement prendre conscience et on doit l'accompagner vers cela que le restaurant dans son entreprise est un lieu fondamental où lui-même peut passer des messages, où lui-même peut bénéficier de l'adhésion de ses collaborateurs, c'est-à-dire que le cahier des charges qui est établi et donc la restauration proposée est directement lié aussi avec la stratégie d'entreprise. Et donc, les collaborateurs peuvent aussi avoir ce sentiment de satisfaction à évoluer au sein de l'entreprise et d'adhésion à la stratégie de l'entreprise au travers de ce qu'ils retrouvent dans ce lieu restaurant d'entreprise. Et au-delà de ça, c'est aussi pour nous un moyen de changer les pratiques. Et pour cela, on doit être absolument proactif et c'est ce qu'on fait, notamment en partageant de manière transparente les résultats qu'on a du mix alimentaire de nos clients sous la vision carbone. Donc, quelle est l'empreinte carbone de chacun de nos clients? Il faut savoir que près des 3/4 de l'empreinte carbone d'un restaurant d'entreprise, d'après ce qu'on observe et des nombreux bilans carbone qu'on réalise, ce sont les approvisionnements alimentaires. Donc, il y a tout plein d'autres sujets à traiter, le plastique, l'énergie, etc. Mais celui-ci reste central. Et il est fondamental de pouvoir aussi sensibiliser, bien sûr, comme je le disais, tous les parties prenantes et le convive avant tout. Puisque, in fine, nous pouvons proposer, et nous le faisons, des plats végétariens, des plats bas carbone. On assure aussi, on a ce parti pris de présenter beaucoup de légumes sous leur forme la plus brute possible
pour avoir cette connexion avec l'apparence, l'aspect des différents légumes. Bien sûr, on s'efforce de faire une restauration qui soit agréable, appréciable, mais in fine, c'est aussi le convive qui va choisir, et par ses choix, il va conditionner l'aspect responsable de son restaurant. Et donc ça, c'est bien entendu quelque chose de très important. Et nous, il faut aussi qu'on soit en amont pour inciter nos donneurs d'ordre. Et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus sur la prévision, notamment, de l'empreinte carbone alimentaire et sur la donnée des convives pour comprendre leur mode de consommation et les amener à transiter petit à petit vers ces systèmes plus vertueux. Alors, on a parlé des objectifs qui sont croisés, bien entendu, entre l'entreprise et les gestionnaires de restauration. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que lorsqu'on se dit que les 3/4 de l'empreinte carbone de mon restaurant sont liés aux approvisionnements alimentaires, ça veut dire que le gros de mon travail, il se passe dans l'assiette. Et ça, c'est encore une fois une bonne nouvelle puisque on est des cuisiniers. Et un cuisinier, l'ambition qu'il a tous les jours, c'est de faire plaisir et de faire bon. Et en plus, en faisant ça, il y a des co-bénéfices qui sont effectivement de participer à quelque chose de vertueux environnementalement et aussi socialement, puisque de la même manière, il faut aussi comprendre que Egalim, les labels qui sont demandés, tout ça, ça a aussi une valeur en termes de santé. Et bien sûr que tout ça est parfois regardé par le prisme économique, mais il ne faut pas oublier que derrière ces labels, il y a plein de critères qu'on ne valorise pas toujours, qui ne sont pas toujours compris. Et il y a une vraie nécessité d'éduquer autour de ces différents critères-là, qui sont multiples et qui peuvent être de l'ordre de la biodiversité, de l'environnement au global, du bien-être animal, parfois, certains le portent, et bien entendu de la santé. Et cette dimension santé, il faut absolument la valoriser. On sent des signaux faibles autour de ça et on sent que c'est de plus en plus prégnant. Et d'ailleurs, on accompagne de plus en plus sur ce sujet, notamment avec l'affichage du Nutri-Score, pour que les convives puissent choisir effectivement en ayant conscience de tout ça. Et c'est vraiment fondamental que de pouvoir accompagner sur ces sujets et que, bien sûr, les donneurs d'ordre prennent cet aspect en ligne de compte, cet aspect santé de leurs collaborateurs. Voilà. Ensuite, comme je le disais, il faut bien entendu travailler en amont, puisque cette expertise, on essaye de plus en plus de la diffuser auprès de nos collaborateurs, auprès de nos clients, auprès de nos convives. Et ça, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que effectivement, on répond en tant que restaurateur collectif, on répond à des cahiers des charges. Mais bien souvent, ces cahiers des charges, ils sont construits avec un certain nombre de biais. Et c'est à nous aussi d'effacer ces biais en informant de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on s'attache à établir donc ce prédictif le poids carbone de l'offre alimentaire voulue, mais aussi à rencontrer de plus en plus nos clients sur ces sujets-là pour aussi leur partager les réalités scientifiques qu'on a et l'expertise qu'on a autour de tout ça pour amener effectivement la restauration vers un modèle plus vertueux. Et bien entendu, c'est aussi une question de volonté et il faut quand même en parler. Il faut aussi se donner les moyens, une fois qu'on a compris tous les enjeux qui se cachaient derrière tout ça, il faut aussi bien sûr se donner un peu de latitude économique pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et encore une fois, je crois que cette latitude économique n'est pas un coût si on perçoit bien tous les bénéfices qu'on peut obtenir derrière. Encore une fois, sur la partie bien-être des collaborateurs et sur la partie engagement environnemental à l'égard de la restauration, mais plus globalement de l'entreprise. Merci beaucoup, Alexis, pour cette vision très transversale hein, de votre vision sur le segment de la restauration collective. Il y a quelques questions pour vous hein, dans le QER, dans la fenêtre, mais on reviendra entre autres sur cette question des produits locaux qui n'intègrent pas la loi Egalim. Non seulement, je pense que vous pourrez y répondre, mais aussi les équipes du ministère. Alors maintenant, nous allons vivre l'expérience de la société Le Safre,
Vous allez, Jacques, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé chez vous et puis comment vous avez été magnifiquement accompagné par Catherine Bournisien de Finéa Conseil. Donc voilà, je vous passe la parole. Vous avez donc le duo devant vous pour vous expliquer un exemple de ce qui peut se passer en restauration d'entreprise. Vous avez la parole, Jacques. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Alors, deux mots de présentation sur le SAF, qui nous sommes d'abord. Alors, le SAF, on est né en 1853. C'est un groupe familial, donc on a un peu d'existence. On fait partie de l'industrie agroalimentaire. On a 11 000 collaborateurs. On distribue nos produits dans 180 pays et on a nos usines qui sont implantées dans à peu près 60 pays dans le monde. Alors, notre objectif, c'est de répondre aux besoins de nutrition et de santé, tant pour les hommes, les végétaux et les animaux. Donc, tous nos produits ont cette vocation-là. Alors, on a une mission chez le SAF, c'est de entreprendre pour mieux nourrir et protéger la planète. Moi, quand je suis arrivé chez le SAF en 2017, je suis arrivé pour la construction du centre de recherche mondial de le SAF, donc qui est basé à Lille. Il a été livré en 2022. Et au cœur de cette construction, on a décidé de mettre en place un restaurant d'entreprise. Donc, l'offre alimentaire a été l'un des sujets qui a été traité dans le cadre du projet de construction. Donc, pour mener à bien ce projet-là, on s'est appuyé sur deux assistants maîtres d'ouvrage, Catherine qui va intervenir après, et puis un autre prestataire plutôt orienté sur l'offre technique. Et notre objectif, c'était de co-construire avec des collaborateurs l'offre alimentaire. Un restaurant d'entreprise, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage, c'est aussi un lieu où on s'occupe de la santé de nos collaborateurs. Et quand on part de notre slogan, qui est de mieux nourrir et protéger la planète, on voulait que ce soit porteur de sens pour tout le monde. Donc, plus de 20 collaborateurs ont co-construit avec Catherine l'offre alimentaire. On a travaillé sur nos besoins, nos attentes. Et un groupe de travail RSE a bossé sur un certain nombre de thématiques. Et le groupe de travail restaurant d'entreprise a travaillé sur l'élaboration du cahier des charges qui nous ont permis de désigner le prestataire, en l'occurrence, c'est le prestataire CEREST. C'est le groupe Compass. Alors, pour ça, c'est un process qui a été assez long, puisqu'on a mis en place le restaurant, il a été ouvert en 2022, et on a commencé le travail dès 2019, donc bien avant la loi climat et résilience. Et à cette époque-là, Catherine va vous le rappeler, on a déjà discuté sur le bio, sur le plastique, sur le déchet, et on a construit progressivement l'offre alimentaire. Donc ça, c'était un travail itératif qui a mis à peu près un an et demi, mais qui a été nécessaire pour justement faire monter en compétence l'ensemble des collaborateurs et faire en sorte que l'offre soit parfaitement bien calibrée. Alors, le process de consultation, il a duré à peu près un an et demi. On est passé après une sélection de 6 prestataires en présélection. On a eu trois candidats sur le tour final et les groupes de travail ont été mobilisés à peu près 5 jours pleins pour sélectionner notre prestataire. Alors, une fois qu'on a sélectionné ce prestataire, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. C'est que on est maintenant au bout de à peu près 2 ans d'exploitation. Et s'il n'y a pas de suivi de contrat, s'il n'y a pas de pilotage du dossier, s'il n'y a pas de comité restauration, s'il n'y a pas de montée en compétence du comité de restauration, s'il n'y a pas d'audit, on peut constater une érosion de l'offre et de la qualité. C'est pas du tout le cas chez nous. Et on suit, je dirais, je ne vais pas dire au millimètre, mais au jour le jour, les prestations. Moi, j'ai des contacts mensuels avec le chef restaurateur à peu près d'une demi-heure. Notre commission restauration se réunit 6 fois par an. On a une dizaine d'audits. Donc tout ça, ça permet de continuer à construire l'offre alimentaire et faire en sorte que l'offre soit toujours au niveau de qualité attendu. Et dans nos objectifs aussi, on a identifié aussi un plan de progrès de l'offre alimentaire. Parce qu'on ne veut pas s'arrêter à un état zéro, on va dire, l'état du contrat, mais on veut aussi continuer à progresser avec notre prestataire. Voilà.
Quelques chiffres pour terminer. Chez le SAFRE, le collaborateur mange à peu près pour 5 euros par jour. On a à peu près 30% de végétariens. On a 15% de personnes qui mangent du poisson et sur le reste de la viande, c'est équilibré entre le bœuf, la volaille et le porc. Et pour anticiper sur peut-être une question qui pourrait y arriver, notre kilotage carbone moyen par repas, c'est 2,50 kg. Voilà, ceux qui sont amoureux des ratios. Donc, le plat du collaborateur, chez nous, c'est à peu près 2,50 kg de carbone. Voilà. Je vais passer la parole à Catherine qui va vous expliquer un peu plus dans le détail que moi la construction de l'offre alimentaire. Oui, merci Jacques. Effectivement, moi j'ai eu la chance d'accompagner le SAFRE dans toute cette réflexion. Donc j'ai beaucoup insisté sur la méthodologie de la construction de l'offre alimentaire et donc par le passage obligé que j'ai avec tous les clients que j'accompagne sur la fiche d'expression de besoin. Parce que finalement, c'est la fiche d'expression de besoin qui va matérialiser les attentes des collaborateurs. Et le cahier des charges n'est que le reflet de cette fiche d'expression de besoin. Et en plus, ça permet il y a évidemment beaucoup d'allers-retours lors de l'élaboration de cette fiche d'expression de besoin. Elle permet également d'accompagner, de faire de la pédagogie, d'expliquer des choses à des gens qui sont pas évidemment des professionnels de la restauration, même si le SAFRE, comme Jacques l'a expliqué, avait déjà ce fort axe restauration. Mais ça permet de lever des ambiguïtés, par exemple, justement, autour du terme de local, il y avait une dizaine de personnes qui avaient des tendances, qui reflétaient des tendances assez différentes, hein, hommes, femmes, différents métiers. Et donc, tout ce travail de fiche d'expression de besoin qui a duré bien 6 mois a permis vraiment, j'allais dire, de purger toutes les interrogations et également de cibler au fur et à mesure par une forme de tamis, si vous voulez, ce qui était important et ce qui l'était moins. Je vais revenir sur la temporalité qui est importante parce qu'effectivement, on a lancé les travaux fin 2019, début 2020 et l'appel d'offres en lui-même, la consultation a duré entre décembre 2020 et mai 2021. Donc vous voyez que la loi Egalim était connue. Ceci dit, elle n'était pas à l'époque applicable aux entreprises, mais elle a été quand même source d'inspiration pour nous, parce que je l'avais présentée en détail aux collaborateurs. Et le SAFRE s'est mis en position de dire, bon, on va pas l'appliquer, parce que c'était pas obligatoire, mais on va quand même fortement s'en inspirer, ne serait-ce que pour le côté citoyen des choses. Donc, dans les axes qui ont été des points déterminants du cahier des charges, c'était une offre végétarienne quotidienne. Donc, en 2020, c'était déjà quelque chose qui était assez novateur. La lutte contre le gaspillage alimentaire, avec déjà en ligne de mire les solutions de récupération de repas, tout ce qui était produit de saison, on en parlait déjà beaucoup, mais tout ça fait également, pour faire le lien avec le contrôle, tout ça fait le lien d'objectifs chiffrés qui sont suivis par la commission de manière régulière. Donc, par exemple, on avait un ratio de saisonnalité qui était de 80% et qui peut varier évidemment entre l'hiver et l'été. Si on veut avoir un petit peu de variété l'hiver, on est un peu obligé de sortir, mais il y avait quand même des marqueurs avec des interdits, typiquement la tomate qui est interdite sur le restaurant entre novembre et février. Pas d'eau en plastique, donc là, ça a été la concomitance également avec la loi AGEC qui est sortie en début 2020. Une exigence sur la qualité du pain, qui est évidemment l'emblème de le SAFRE avec cette levure. Des marqueurs, par exemple, avec autour de l'origine des viandes, qui est de 100% origine France, avec une petite exception pour l'agneau surgelé, puisque le frais est également présent sur le restaurant à hauteur de 80%. Et puis, on s'est mis dans une dynamique de progrès, puisque au démarrage du contrat, par exemple, le bio était à 10%, et il a été indiqué qu'on voulait qu'en 2-3 ans, on puisse être au 20%. Ce qui fait qu'en principe, sans le savoir, on a anticipé sur l'obligation de 2024 de la loi Egalim pour les restaurants d'entreprise qui impose 50% de produits de qualité et durable, dont 20% de bio.
Donc pour le bio, le SAF sera au résultat. C'est vrai que pour les produits de qualité, l'axe du groupe de travail avait été mis avant tout sur les produits locaux pour justement ces questions d'empreinte carbone, même si je sais on peut s'en méfier. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur la notion de local, puisque le Safre étant situé à Marcq-en-Barœul, il est très proche de la frontière belge. Donc c'était posé la question de produits belges ou pas. Donc c'est des choses sur lesquelles la commission, le groupe restauration a eu à trancher, a pris position, qui a été reflétée évidemment dans le cahier des charges. Voilà pour les grandes lignes, j'allais dire, RSE de ce dossier. Le travail du groupe de restauration qui a été fait en amont avec la FEB, cette fiche d'expression de besoin, ne s'est pas arrêtée à ce moment-là, puisque ce groupe de travail s'est transformé en jury, a participé aux soutenances, a pu interroger les différents prestataires pour justement lever les ambiguïtés, et on a entendu certaines choses qui par moments nous ont interpellés. Et puis, c'est également cette commission qui a donc suivi toute la démarche qui s'est transformée en commission restauration qui anime, qui pilote et qui contrôle le contrat. Moi, je suis intervenue en appui pour leur donner des éléments, pour leur expliquer ce qu'il fallait contrôler, comment on pouvait contrôler, leur rappeler les points clés du contrat. Mais c'est vraiment les employés de staff qui fréquentent régulièrement le quotidien, qui sont là pour vérifier que il y a bien le bio, il y a bien. Et c'est très intéressant, à mon avis, dans la dynamique qui est mise, parce qu'il y a un véritable partenariat, un véritable dialogue qui s'est instauré entre le prestataire et la société Le Safre. Et puis pour terminer, avant que j'ai les gros yeux de Laurent, je voudrais insister sur le fait que le projet de restauration, ce qui est également très intéressant, c'est qu'on a marché dans le projet d'entreprise qu'a rappelé Jacques au départ. Et donc le mieux nourrir et protéger la planète a été vraiment quelque chose qui a inspiré toute la démarche pour le cahier des charges. Voilà pour l'accompagnement de Le Safre. Merci Catherine. On reviendra sur un certain nombre de points parce que je le vois par rapport aux questions. Effectivement, cette question de l'empreinte carbone, cette question des produits locaux, de la saisonnalité. Tu as les félicitations de Monique Serrault sur 80% de produits de saison. Oh, mais écoute, la restauration collective est pratiquement meilleure que la restauration rapide. Enfin, non, j'ai pas de doute là-dessus. Écoutez, on va continuer notre témoignage avec un autre duo. Et là, on verra aussi l'importance dans le temps d'un suivi de cette restauration d'entreprise. On a malgré besoin d'un bon cahier des charges, de décision, mais il faut dans le temps quand même accompagner cette restauration. Et pour en parler, on a donc Arnaud Lacotte, qui est directeur de l'environnement chez Mazars, et Bertrand Laurin, qui l'accompagne, qui est directeur chez RS Expertise. Je vous passe la parole. Arnaud, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, alors, je suis directeur de l'environnement de travail. Je tiens à préciser. Voilà. Donc, Mazars est un groupe international. Nous avons fondé en 1945 à Rouen et avec une croissance impressionnante, puisqu'aujourd'hui, nous sommes implantés dans 100 pays, 40 000 personnes dans le monde, et avec les métiers d'audit, fiscalité et conseil, touchant aussi bien les grands groupes que les ETI et les PME. Pour la France, nous sommes implantés dans 40 bureaux à proximité de plus en plus de nos clients. Alors, mon rôle, pour pas paraphraser ce qui a déjà été dit, puisque forcément je retrouve les mêmes thèmes, c'est d'abord la volonté de Mazars, c'est avoir un ADN très très fort au niveau de notre population qui tourne autour de l'humain et surtout de la partie sociale et le bien-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons une population en France qui a un âge moyen de 29 ans, avec un renouvellement d'effectifs qui est de l'ordre de 20 à 25%, dû au fait des métiers de l'audit. Et cette population jeune, qui n'a pas forcément les habitudes, les connaissances, des pratiques de ce qui se fait en entreprise, nous avons une forte puissance, si je puis l'exprimer comme ça, pour transmettre, informer et sensibiliser cette population. Alors, ce n'est pas forcément que des jeunes.
Heureusement, nous recrutons aussi des personnes plus seniors, des profils différents. Mais donc mon rôle, mais c'est celui de l'ensemble de l'équipe, c'est de faire comprendre à nos collaborateurs que lorsqu'ils viennent travailler et déjeuner chez nous, il y a des choses à prendre en compte qui sont le respect de la nature, qui sont le respect des autres et la partie sociale. Et pour revenir de plus en plus à la partie restaurant, nous avons dès 2018 été fondateurs de l'association La Défense des Aliments sur la Défense pour bien mettre en place justement la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça fait partie des sensibilisations de nos collaborateurs et collaboratrices pour leur faire comprendre que quand on disait, quand on était jeune, termine ton assiette, aujourd'hui ça ne se dit quasiment plus, ça doit se pratiquer. Et c'est aussi le travail des restaurateurs. Nous avons comme Arpège comme fournisseur et le travail aussi il est des deux côtés. Hein, parfois on parle beaucoup des consommateurs, on oublie aussi le côté fournisseur, prestataire, dans lesquels souvent, après les études que l'on a faites, d'ailleurs avec Monsieur François Mauvais, on s'aperçoit que parfois c'était 50-50 en termes de gaspillage alimentaire. Et grâce à ce grand travail d'équipe avec de nombreuses sociétés sur la défense, nous avons réduit assez drastiquement la perte, en tout cas des deux côtés, pour arriver en dessous de moins de 25 grammes par convive. Nous, notre difficulté chez Mazars, c'est comme je disais à l'instant, du fait du turnover, en fait, chaque année, je dois resensibiliser nos collaborateurs sur ce gaspillage. Et donc, c'est un peu la difficulté, c'est qu'aussi bien au niveau du gaspillage alimentaire qu'au niveau de la lutte contre le plastique, l'utilisation du plastique, que sur le tri sélectif, parce que c'est tout un ensemble, hein, c'est un périmètre très vaste au-delà de la restauration, puisqu'on doit tous forcément diminuer l'impact de tous ces, comment dire, ces sujets sur notre planète. Et donc, on a un vrai travail de sensibilisation, ce qui n'est pas toujours simple. Moi, notre difficulté, je voulais en parler un peu parce qu'on ne parle pas de difficulté. La difficulté, c'est de mettre en place ce que la loi Egalim nous demande. C'est bien, visiblement, tout le monde a des facilités. Moi, j'en ai pas. Aujourd'hui, lutter contre le plastique, c'est un vrai défi. Les possibilités proposées aux entreprises pour supprimer les bouteilles d'eau en plastique, par exemple, c'est pas simple, parce que vous avez énormément d'habitudes. Un collaborateur qui va dans son restaurant, certes, il a des fontaines à eau, mais ensuite, souvent, certains prennent la bouteille pour la boire dans leur bureau, alors qu'ils ont des fontaines à disposition. Donc, il y a toute une culture, et c'est pour ça que c'est important, c'est que ça ne se reste pas uniquement au niveau de la restauration collective, et heureusement, la Fondation de la Mer, etc., plein d'associations transmettent ces messages, mais aujourd'hui, il faut s'emparer globalement de ces sujets du plastique, et donc, nous, on travaille avec essayer de trouver des solutions. Alors, il en existe. Maintenant, heureusement, on a des jeunes startups, comme j'ai trouvé une startup qui nous fait la pesée grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, pour lutter contre ce plastique, pour pouvoir mettre à disposition des contenants réutilisables, c'est un peu la croix et la bannière. J'ai des solutions, mais qui me coûtent très cher. Et donc, c'est toujours, arrivé au niveau de la direction générale, oui, on veut aller, on veut le faire, on veut le mettre en place, mais c'est un certain coût. Et donc, parfois, vous êtes obligé de dire, bon, on va réduire pour arriver, mettre un peu plus de temps que certains autres pour mettre en place des solutions qui ne sont pas toujours évidentes. Ensuite, nous, on a un taux de captation de 75% dans notre restaurant. Donc forcément, moi je viens pas forcément, mais je viens du domaine de la restauration, j'ai fait 30 ans dans ce métier-là, donc je connais bien, et tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais qualité, choix des produits, etc. Le thème, lorsque je suis arrivé chez Mazars il y a 16 ans, Arnaud, on doit pouvoir inviter un client à déjeuner chez nous. Ça ne doit pas être fermé aux collaborateurs, et donc tout le monde doit très bien déjeuner. Donc c'est ce qu'on fait, sur lesquels
je travaille entre autres avec Bertrand Lorrain qui suit l'activité de la restauration depuis maintenant quelques années, parce que je n'ai plus le temps d'être au four et au moulin, même si, grâce à mon amour de ce métier de la restauration, bien sûr, inévitablement, je vais voir mon gérant sur place pour lui donner des indications. Et demain, on a un grand projet. On part sur notre futur campus. On va quitter la Défense en 2025 pour aller à Levallois-Perret. On quitte une tour pour aller dans un complexe carré avec un grand jardin. Donc, on va améliorer la partie biodiversité, on va améliorer tout notre impact RSE, le bilan carbone. Mais j'ai encore des défis que je vais imposer à mes prestataires qui sont zéro plastique, mettre en place tout ce que la loi Egalim nous demande et même aller au-delà, parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi d'essayer d'anticiper. Il ne faut pas forcément attendre que le gouvernement ou qu'un ministère nous dise « Messieurs, mesdames, il faut faire ça ». C'est aussi d'essayer d'anticiper, à mesure du possible, sur les sujets qui vont venir. Et Dieu sait que par rapport à la conjoncture climatique, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut travailler. Alors c'est passionnant, on travaille avec des directeurs RSE, avec des directrices, donc je rencontre plein de gens sur lesquels on réfléchit et nous, c'est la transmission au niveau des jeunes pour leur dire voilà ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. On doit s'occuper de votre bien-être. On voit aussi, les grands sujets actuels sont la santé et forcément la restauration. La nourriture en fait partie. Et les bons produits de qualité, tout ce qui a été dit, saison, etc., bien sûr. Après, j'entends certains chiffres, il me paraît parfois délicat d'apprendre que les produits de saison en plein hiver, mais on fait en sorte d'y arriver. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que j'apporte d'autres points, parce que je ne veux pas être trop long dans mon discours. Arnaud, on va compléter votre propos par celui de Bertrand, et si vous voulez revenir après, il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup pour cette intervention. Bertrand, je vous passe la parole. Votre micro, Bertrand. Non, du coup, je ne savais pas si c'était toi qui le lançais ou je le lançais. Donc, bonjour à tous, à nouveau Bertrand Lorrain. Donc, moi, je suis le fondateur et directeur du cabinet RS. On est, pour faire vite, on est une équipe de près de 20 personnes spécialisées en restauration et services d'hospitalité afin d'aider les clients prescripteurs qui sont sur le marché de l'immobilier tertiaire, l'entreprise, les grandes administrations ou les collectivités à mettre la bonne solution de QVT sur ces sujets-là. On a 3 pôles. On a un pôle studio qui est de la programmation conception des espaces et je vous expliquerai pourquoi on en parle. On a un pôle conseil qui est, je dirais, le métier historique de diagnostic, consultation et déploiement des services qui ont été définis par notre client. Et puis, on a un pôle qui est de plus en plus important, qui est le pôle pilotage, où on est chez le client en accompagnement précis sur site au quotidien pour s'assurer que les solutions et les idées ou je reviendrai sur le thème des vœux pieux ne soient pas que des vœux pieux sur la mise en place de la solution de restauration. Quand Laurent m'a demandé de participer, j'ai bien sûr accepté avec engouement et quand j'entends tout ce qui a été dit, je voudrais, plutôt que d'essayer de répéter, de vous faire un peu une synthèse de tout ça. La première chose, quand vous entendez les témoignages, qu'ils soient d'Elior, de Catherine Bournisien, de la société Le Safre ou de la société Mazar, il y a un vecteur commun à tous ces gens et à toutes ces entreprises, c'est qu'il y a une vraie volonté initiale d'avancer sur ce sujet-là dans le monde de l'entreprise. L'entreprise, elle n'a pas attendu 2018, 2019, 2021 pour se lancer sur ce sujet-là. Ce sujet-là est un sujet stratégique au sein des groupes de direction. Et ils savent qu'aujourd'hui, encore plus avec la sortie du Covid, c'est devenu un facteur de différenciation au sein de leur groupe. Arnaud Lacote vous a parlé de sa problématique de recrutement. Le sujet principal qui préoccupe les entreprises aujourd'hui, c'est d'attirer et de retenir les meilleurs. Or, aujourd'hui, les choix de beaucoup de jeunes, et moi-même qui recrute pour venir dans une société, elle n'est plus uniquement sur l'effet salarial, elle n'est plus uniquement sur l'effet télétravail, elle est sur quels sont les services et quel est le positionnement et le sens que l'entreprise dans laquelle je vais propose, donne et montre.
Et la restauration collective, qu'on appelle plutôt restauration d'entreprise aujourd'hui, c'est très clairement un vecteur sur lequel les employés sont participatifs et très regardants. Quand une société déménage, c'est la première question que les gens se posent. Et je m'explique. Quand une société déménage, on peut dire qu'il y a 3 questions. La première, c'est la société déménage où? Ils le savent assez vite à partir du moment où, comme Arnaud Lacotte, il dit je vais à Carré-Vert. Donc la deuxième question qu'il se pose, c'est comment j'y vais? Ils y répondent tout seuls également. Par contre, la troisième question, c'est où je mange et à quel prix? Là, il y a une vraie attente auprès de l'entreprise de savoir comment ça va se positionner. L'autre point essentiel, c'est qu'une fois qu'on a défini ça au niveau de la stratégie, Catherine Bourdisien et Monsieur Le Saffre et Arnaud en ont bien parlé également, il faut qu'il y ait une vraie structure de pilotage, de contrôle de l'ensemble de ce projet-là. S'il n'est pas structuré de haut en bas jusqu'à un atterrissage au niveau du collaborateur, avec un plan de communication, oui, ça va faire pchit et ça va faire pchit très vite. Parce que en entreprise, 50%, voire maintenant de plus en plus 60, voire 70%, voire un client, c'est 90% du prix du repas est pris et supporté par l'employé. Donc, si vous voulez que votre stratégie RSE, votre stratégie Egalim, votre stratégie déchets et autres soient mises en place, il faut s'assurer que l'employé lambda, quel que soit son échelon, l'applique bien, puisque or, une des difficultés, ça c'en est une, puisque mettre la loi Egalim ou mettre le RSE en place, ce n'est pas le même coût qu'en faire fi. Et le deuxième point qu'Arnaud a mentionné, c'est que finalement, le mettre en place, il faut aussi penser à l'impact du collaborateur lambda. Moi, je vais vous donner 2 exemples très concrets. Le premier, c'est un client qui a décidé qu'il n'y aurait plus de plastique et qu'il n'y aurait plus, excusez-moi, du coup, ça m'échappe pour le café, les gobelets. Plus de gobelets, plus de plastique. Très bien. Tout visiteur lambda, comme moi ou comme vous, qui allez sur ce site-là, vous ne pouvez pas prendre de café si vous n'avez pas votre gobelet. Tout visiteur lambda, comme moi ou un autre, si vous arrivez dans une salle de réunion pendant toute la journée, vous ne pouvez pas prendre d'eau parce qu'il faut que vous veniez avec votre gobi ou votre gourde ou votre chose. Et en fait, ça, il faut vraiment que les entreprises aient l'intégralité du programme avec les restaurateurs qui ont des idées, qui ont des solutions et toutes les startups qui se mettent en place. C'est un vrai écosystème aujourd'hui. Il faut penser au bien-être du collaborateur derrière. Ce n'est pas juste de dire je le fais, je l'applique. Ça a une remontée très négative auprès des collaborateurs de se dire, je disais avec humour à Laurent, finalement, demain, on va avoir les collaborateurs qui vont venir avec une espèce de chasuble où ils auront le gobi, le gobelet, la brosse à dents, le dent. Et ça, non, il faut arriver à trouver des solutions sur le terrain qui font que ça ne détruit pas ou n'amenuise pas la qualité de vie du collaborateur sur site. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est une collectivité qui a dit, je veux être en amont vis-à-vis de la loi Egalim. Je dis très bien, donc plus de plastique, donc vous êtes en cuisine centrale, il va falloir mettre des inserts et l'étude qu'on a faite, c'était bien entendu l'insert inox. Eh bien, ça implique des changements techniques, organisationnels, coûts, bien sûr, mais ça implique de la formation au niveau du personnel même, du restaurateur. Donc, il faut inclure votre restaurateur dans la réflexion. Ce n'est pas simplement dire je vais le faire. Ça, il a fallu changer les fours, il a fallu changer les zones de réception, il a fallu changer les zones de stockage, puisque ce n'est plus la même chose de devoir stocker de l'inox ou des bacs gastro classiques. Donc, moi, l'autre message que je passe, c'est que oui, il y a une vraie volonté. Oui, les entreprises, il faut prendre exemple. On travaille sur les différents marchés et elles sont vecteurs et elles sont exemplaires et elles y vont. Oui, il faut tout un travail en amont de réflexion pour qu'on en comprenne les impacts, comment on va le dérouler, comment on va le communiquer et ensuite comment on va le suivre. Dernier point, il n'y a pas de délégation à une société lambda de restauration sans contrôle. Et j'entends qu'il y a des déclarations, j'entends qu'il y a ma cantine qui est en place, tout cela c'est très bien. Il faut que le restaurateur mette en place son reporting, il faut que le restaurateur aujourd'hui déclare ce qu'il fait. Mais nous, ce dont on se rend compte et ce qu'on a mis en place depuis maintenant plus de 3 ans, c'est ce qu'on appelle l'audit achat. Et cet audit achat qui est fait
par une extraction de la donnée du prestataire est retraitée, non pas par le prestataire, mais par le client et dans ce cas-là RS, ça amène non pas pour dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font, mais ça donne confrontation des idées, analyse et avancer sur ces résultats de façon commune. Enfin, dernier message, c'est un combat continu. On a un client dernièrement, il a mis 0 plastique. Super. On est allé sur le site après plusieurs mois d'opération. On ne sait pas pourquoi, il y a à nouveau des bouteilles plastiques qui apparaissent parce que ça peut venir du restaurateur, parce que ça peut venir des collaborateurs, ça peut venir du CSE, ça peut venir de différentes choses. Donc, il faut vraiment être comme le lait sur le feu, tout suivre et dès que ça ressort, savoir pourquoi, le retirer, retravailler, recommuniquer. Voilà. C'est noble, les collaborateurs, les entreprises veulent y aller, mais mettez bien en face que c'est un travail sur lequel il faut dédier du temps, des ressources, de l'énergie, et qu'il y ait une vraie volonté d'en haut qui descende pour que tous les opérateurs d'en bas, restaurateurs inclus, aient les moyens et le suivi et la communication pour réussir cette transition. Merci Bertrand. Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais simplement dire ce que dit Bertrand, c'est l'humain qui compte. Hein. Non, c'est pas que des chiffres, hein, c'est pas que des tableaux. Hein. Au quotidien, notre métier, directeur service généraux, environnement de travail, tout ce que vous voulez, c'est de voir ce qui se passe, comment on tourne la maison, quelles sont les problématiques et comment on peut les résoudre. Et donc, il y a un vrai enjeu humain et ça va être de plus en plus fort avec les jeunes. Et là, lorsque nous, actuellement, on est en plein appel d'offres restauration, et j'embarque des ambassadeurs, donc ont 26, 27 ans, mais ils réalisent aujourd'hui la difficulté entre leur espoir, ce qu'ils vous aimeraient, ils rêveraient, et la réalité de ces métiers, hein, parce que le métier de la restauration, c'est pas si simple, avec des équipes, après je vais m'arrêter là, mais avec aussi des problématiques de recrutement dans ces métiers-là, et ça a un impact parfois sur la qualité ou ça a un impact sur l'ensemble de nos sites. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous. Merci, merci à vous. On va retester le sondage. Laurence, est-ce qu'on est prêt pour tester le sondage? Ce Laurence, que je oui. propose, c'est qu'on fasse le deuxième sondage, puisque le premier, Oui, il y a eu les parfait. réponses dans le chat, en fait. Alors, le deuxième, est-ce qu'on demanderait un avis sur ma cantine? Vas-y. Alors, Et donc, on a quand même un certain nombre de questions. Vous voyez bien que la restauration d'entreprise s'engage, enfin au moins dans les exemples qu'on a vus, hein. Parce que là, on nous parle effectivement du fait maison, mais je pense que chez vous, en restauration d'entreprise, que ce soit chez le SAFRE ou chez Mazars, c'est du fait maison, c'est fait sur place. Alors, le sondage, on vous demande, connaissiez-vous ma cantine? Et si vous répondez par oui ou par non, avez-vous votre restaurant référencé sur la plateforme Ma Cantine? Vous répondez par oui ou par non. Ça doit prendre 30 secondes. Merci à vous d'avance. on a 55% Laurence? de réponses, de Ah, répondants. Ça continue à très monter bien. très doucement, mais sûrement. D'accord. Très bien. La question des producteurs locaux, je pense que c'est une question qui ne se pose pas de la même manière en Île-de-France que dans le nord de la France avec le SAFRE, ou Alexis, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Effectivement, sur chaque territoire. Je peux en dire un mot, effectivement, et merci pour cette question. Effectivement, on a toujours ce sujet-là et ça fait partie, j'évoquais le besoin de faire de la pédagogie. Et effectivement, il faut mettre les bons moyens en face des bons objectifs. Le local, c'est évidemment fondamental et à ce titre-là, la première chose fondamentale, c'est de le définir, puisqu'effectivement, il est pas défini officiellement. Donc chez Elior, on l'a défini de la manière suivante, qu'est-ce qu'on prend en considération? C'est le lieu de récolte pour les fruits et légumes, c'est le lieu d'élevage pour les viandes, et c'est le lieu de transformation pour les produits transformés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on considère comme local? On a découpé la France en bassins d'approvisionnement qu'on a accolés au plus possible aux différents terroirs. Et donc, il faut considérer qu'un bassin d'approvisionnement, c'est le regroupement de plusieurs départements.
Et donc, effectivement, on agit avec ces bassins d'approvisionnement, avec bien sûr des dérogations possibles suivant les définitions. On s'adapte bien sûr aussi aux définitions que peuvent avoir nos clients. Ensuite, là-dessus, ça répond effectivement à un objectif de dynamisme territorial. Ça fait souvent sens puisque local permet souvent de s'accoler à la saison et la saison, c'est ô combien important de revenir à ce bon sens paysan, j'ai envie de dire, et aussi d'accepter qu'à certaines périodes, on a un peu plus de récurrence de tel ou tel produit parce que c'est la saison et on consent. Je prends toujours cet exemple-là, mais parce que je l'ai déjà vu, mais on consent à ne pas servir de la tomate mozza au repas de Noël, parce que la tomate en décembre, c'est pas possible. Et donc, le local, ce qu'il faut savoir, c'est que, en l'occurrence, c'est souvent moins de 10% de poids carbone dans les produits. Donc, c'est pour ça que j'évoquais les bons moyens devant les bons objectifs, parce que pour réduire l'empreinte carbone d'un restaurant, le fait de consommer local va y contribuer, mais moindrement, et ce ne sera pas le seul levier à actionner pour y parvenir. Donc, il est toujours question aussi d'éduquer sur ce sujet-là pour être certain qu'on ait des demandes et de fait des trajectoires qui soient cohérentes entre l'objectif qu'on se fixe et les moyens qu'on met en œuvre. Merci Alexis. Et on en est où pour le sondage? Connaissez-vous ma cantine? Eh bien, à 72%. Donc, il y a encore, bah, ça, on va dire deux tiers, un gros deux tiers. Et donc, il y a encore de la communication qu'il faut faire sur cette plateforme Ma Cantine, qui est un véritable outil pour la restauration collective. Et avez-vous votre restaurant référencé sur la plateforme Ma Cantine? 32%, un tiers seulement. Et donc, c'est une obligation. Frédérica, tu veux dire un mot là-dessus? Alors sur l'obligation, à part de dire que c'est une obligation, voilà, non, je voulais revenir un peu sur le local, mais je ne sais pas si je peux. Sur les Oui. produits locaux, on a des questions en effet, pourquoi c'est pas dans la loi, pourquoi on n'a pas les produits locaux, etc. Alors c'est vrai que les produits locaux, alors, quand on pose la question de ce qu'est un produit de qualité à n'importe qui dans la rue, le premier mot qui va revenir, c'est un produit qui est local. Voilà. Donc c'est vraiment un gage, en tout cas dans l'imaginaire commun, un gage de qualité et voilà, de qualité. Alors pourquoi la loi, en effet, ne prévoit pas de comptabiliser les produits locaux? Pour deux raisons. D'abord parce que la loi, elle a été faite au départ quand même pour les services publics qui travaillent donc qui font des achats avec des marchés publics. Et vous savez qu'on a des directives européennes sur les marchés publics, c'est la réglementation européenne, sur lequel on ne peut pas faire de préférence géographique à l'intérieur même de l'espace européen. Voilà, donc on ne peut pas, dans une loi, dire que on veut favoriser l'achat de produits français ou de produits locaux. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que local ne veut pas dire forcément qualité, durabilité. Et j'entends dans toutes vos remarques et dans vos présentations, évidemment, local, durable, et c'est bien ça. Alors, le gouvernement, après, enfin, en tout cas, l'ensemble des pouvoirs publics et dans notre politique nationale d'alimentation, on a évidemment ce souci quand même d'approvisionner en tout cas la restauration collective en produits durables, de qualité, donc c'est ce qui est écrit dans la loi, et autant faire se peut, bien entendu, en produits qui vont être issus des filières nationales, voire territoriales. Et on travaille aussi donc justement sur la rédaction des marchés publics, des contrats, des cahiers des charges, pour pouvoir
alors je ne dirais pas favoriser, parce que si on a des spécialistes des marchés publics, on va me dire que c'est absolument interdit de favoriser quelqu'un, mais en tout cas de bien ouvrir la possibilité à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des fournisseurs, que ce soit des petits producteurs, et je réponds à une autre question qui a été proposée, des petits producteurs directement, s'ils souhaitent, des coopératives, des grossistes, des entreprises plus ou moins grosses, qui vont pouvoir donc se positionner sur ces marchés et approvisionner la restauration collective. Alors, pour travailler justement sur je dirais, comment favoriser, enfin, comment faire en sorte que des producteurs locaux ou des entreprises locales, territoriales puissent candidater sur des marchés publics, eh bien, on travaille avec des critères. Et typiquement, c'est ce que vous avez cité. On a des critères de saisonnalité, on a des critères qui vont permettre de différencier en tout cas ces produits et de faire en sorte qu'ils puissent être sélectionnés tout à fait dans un cadre juridique totalement correct. Voilà. Alors, évidemment, pour des entreprises privées, il n'y a pas cette contrainte sur les marchés publics. Donc, vous pouvez en effet aller à la fois donc, sur des produits évidemment qui vont être durables et faire en tout cas comme vous le souhaitez, de pouvoir acheter des produits qui vont être mis à disposition par des fournisseurs dans un périmètre que vous définissez, puisque comme vous l'avez dit Alexis, il n'y a pas de définition juridique de ce qu'est un produit local et on le comprend parce que selon les régions, selon les productions, eh bien, l'échelle de la localité est complètement différente. Voilà. Donc, sachez quand même que dans notre politique publique d'alimentation, voilà, on a quand même on a je dirais, deux objectifs très forts qui sont la durabilité, c'est-à-dire comment accélérer la transition agroécologique et la transition alimentaire vers des produits plus durables pour tout un tas de raisons, et notamment des enjeux de santé publique. Et ensuite, donc, faire en sorte, en effet, qu'on ait des filières d'approvisionnement sur tous les territoires. Et donc, la restauration collective, c'est un moyen de trouver des débouchés pour ces filières territoriales. Et ça, on rejoint évidemment l'enjeu de souveraineté alimentaire de notre pays. Merci Frédérica. On va passer à une deuxième question, Laurence. Voilà. Est-ce que la restauration d'entreprise reflète les valeurs de votre entreprise? Vous répondez par oui ou par non. Et quelles seraient les mesures qui, selon vous, seraient prioritaires pour la restauration en entreprise? Une offre plus diversifiée, des repas thématiques, une offre végétarienne, ou un tarif plus attrayant, ou encore un cadre et un environnement plus accueillant, ou autre? Effectivement, là, on vous laisse dans un vide sidéral, autre, si vous n'avez pas forcément de réponse à cette question. On peut répondre de autre dans le chat. On peut, Ah, si vous... d'accord, dans le chat. Alors, c'est parfait. C'est parfait. Alors, c'est vrai que quand même, ce webinaire, c'était dans le cadre de cette loi Egalim, et j'avais quand même retenu une chose en préparation de cet entretien. C'est vrai que, Catherine, tu m'avais dit, en fait, pour vous, dans le cahier des charges Egalim, ça avait été, en fait, inspirant pour définir la qualité des produits. Je pense qu'avec Alexis et Arnaud, on avait parlé aussi de la loi Egalim comme un levier, c'est-à-dire que effectivement, il y a des objectifs, c'est difficile de les atteindre, mais c'est quand même mieux que la restauration rapide, hein, on est bien d'accord. Pour le grand public qui est là parmi nous, arrêtez d'attaquer la restauration collective, regardez la restauration rapide. Hein. La loi, je pense que les produits locaux, les produits de saison, voilà, la restauration collective fait vraiment un effort, s'engage, on vous l'a encore montré aujourd'hui. Donc voilà. On en est où du sondage? Alors, vous êtes 82% à préciser que finalement, oui, ça reflète les valeurs de votre entreprise. Je pense, on est tous convaincus ici. Effectivement, peut-être
on voit bien la difficulté aussi, ça c'était dans la préparation de cette table ronde, le ticket restaurant ne sert pas cette politique d'entreprise, ne met pas en valeur cette politique RSE que l'on veut développer dans les entreprises. Alexis, tu l'as suffisamment mis en avant, Arnaud et Jacques aussi. Effectivement, toute cette politique que l'entreprise essaye de développer, eh bien, il y a une continuité vers ce service de la restauration d'entreprise. Deuxième question, quelles seraient les mesures qui, selon vous, seraient prioritaires pour la restauration d'entreprise? Alors là, effectivement, pour 67%, une offre plus diversifiée, repas thématiques, on voit l'importance de la qualité alimentaire. Alors, effectivement, la volonté, mais après, il faut pouvoir y aller, c'est-à-dire aller jusqu'au bout et pouvoir mettre ce prix. Et là, le tarif plus attrayant, 11%, mais effectivement, on revient toujours à cette question du prix, mais le tarif, on l'a vu, Arnaud, Jacques, finalement, vous avez dit, les salariés de votre entreprise payent à peu près 5 euros, c'est ça? Oui, Ça a été dit. Jacques? Ouais. oui, en ce qui me concerne, c'est 5 euros. Ouais. Ouais. Ah, Et mais vous, Arnaud? même ordre. D'accord. Et donc, on est bien d'accord, Alexis, vous, en moyenne, dans un restaurant d'entreprise, vous êtes à peu près dans ce tarif-là, ce qui est finalement le prix payé par le salarié, mais pas le coût de production du repas. On est bien d'accord, hein? Ah oui. Oui, bien Puisque sûr. là, on est au double. On est bien dans la proposition d'un C'est ça. service. Oui, oui. D'accord. Alors, Donc ouais, un il y a bien une service qui prise en en plus charge. insiste, voilà, et en plus un service qui insiste sur la qualité alimentaire. Donc on est bien d'accord, là encore, que c'est le service de restauration d'entreprise, c'est important, c'est essentiel. Et je vois déjà qu'il est l'heure 15h30. Est-ce que Frédérica, tu veux un mot de la fin avant de conclure, sachant que nous avons d'autres webinaires, nous allons continuer à réfléchir sur cette restauration d'entreprise, son rôle, ses attentes. Et donc, nous avons 3 autres dates, le 17 avril, le 16 mai et le 12 juin. Et nous, donc, nous avancerons. Valérie, Frédérica, vous voulez ajouter quelque chose? Mais déjà remercier quand même les intervenants qui ont pris du temps, en tout cas, pour parler de ces sujets. Et puis vous dire donc que, en effet, maintenant, la loi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la loi est applicable par tous, tous les restaurants d'entreprise, et que nous avons besoin justement d'informer et de mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Et c'est un travail, je dirais, que l'on doit partager, parce que toucher tout le monde, c'est compliqué. Donc voilà, c'est important en tout cas qu'on puisse se mobiliser collectivement pour arriver vers je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est vraiment euh, la transition agricole et la transition alimentaire de notre pays. En fait, et c'est des informations croisées. On vous invite encore à aller sur cette plateforme Ma Cantine où il y a énormément d'informations. Bien sûr, inscrire votre cantine, c'est important, mais aussi aller chercher de l'information par rapport à l'évolution de cette réglementation autour de la restauration collective qui ne cesse de se peaufiner, hein, puisque je pense que c'est de mieux en mieux. On a un service de restauration collective en France qui s'améliore ces dernières années grâce à tout ce travail et grâce à vous. Merci à vous tous d'avoir participé. Donc, on vous retrouve le 17 avril, le 16 mai et le 12 juin. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube Défis et Controverses. Vous pourrez retrouver effectivement ce webinaire. Et puis, je vous invite vraiment à aller sur la plateforme Ma Cantine, inscrire votre établissement et surtout échanger avec ces équipes qui sont à vos dispositions. Merci encore à vous à tous. Et merci, hein, parce que quand même, on était à 180 personnes, c'est pas mal sur les presque 400 inscrits. Plus de Donc, 400 inscrits. plus Il y de avait 400 inscrits. 406. Non, Donc non, mais on voilà, est monté à 200, hein, on est monté à 200. ah, on est monté à 200. Ben voilà, on était presque en excès de vitesse aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite à très bientôt. Merci à Merci. tous. On n'a qu'une envie, hein, c'est de venir quand même manger chez vous, hein. Là, Oui, Jacques, oui, Vous êtes, oui, 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 tout à Arnaud, fait. ouais, et vous êtes puis bon, mais invités. vous êtes bien accompagnés. Ça, on sait bien, on sait bien. Merci encore à vous. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir.
Au revoir à Merci à tous. tous.